Merci donc à tous d'être présents pour regarder cette correction en live du quiz des manips. Donc merci d'abord d'avoir participé aussi nombreux, hein. On a plus de 500 candidats qui se sont inscrits pour le quiz avec plus de 300 participants au final. Donc c'est un très beau score. Donc vous avez été nombreux à participer, vous avez été très sympa. On a reçu pas mal de petits messages de remerciements et aussi quelques petits messages pour des détails techniques donc qui ont été, j'espère, réglés entre-temps. On voulait remercier également donc Jig Contrast qui nous a accompagnés pour fabriquer à nouveau cette vidéo et ce live. Et puis voilà, donc on va faire une petite présentation rapide, un petit tour de table rapide des personnes présentes. Donc il y avait 4 équipes qui ont participé à ces cas cliniques. Donc je vais passer la parole à François et Samuel qui vont présenter leurs équipes, ainsi que Mélanie qui est venue toute seule, mais qui va nous faire une brève présentation de son équipe. Bonsoir, donc moi je suis François Jossé et donc j'ai travaillé en binôme avec Mélanie Champin, manipulatrice chez Radiolore, et avec Christelle qui n'est pas là ce soir, et le docteur Gavanier. Donc Mélanie Gérard-Gavanier, j'ai travaillé avec deux manipulateurs, Alaric de Croix et Lénaïque Mano, qui malheureusement sont pas là ce soir. Bonsoir, moi je suis le docteur Samuel Tissier, donc j'ai travaillé avec Mathieu Courtois qui est à mes côtés et Brice Muller qui est en vacances. Bonsoir. Et donc pour ma part, Alexandre Oliver, donc j'étais accompagné par Marianne Noël et Florine Touvenin pour nos cas cliniques. Je fais juste un petit aparté. Quelqu'un me dit qu'il n'entend rien. Est-ce que d'autres personnes peuvent confirmer sur le chat? Est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que c'est tout le monde? Je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu comment va se passer cette soirée. En fait, elle va durer à peu près un peu moins d'1h30 en tout. On va faire une première partie des corrections qui concernent les 6 premiers cas cliniques. Donc, il y a à peu près 30 minutes de vidéo de correction que vous allez pouvoir suivre maintenant. Après ce petit temps de correction, on fera un petit retour sur nous. Et si vous avez des questions à poser sur les cas cliniques qui sont présentés, à ce moment-là, vous pouvez nous les poser pendant la correction ou après. Et puis, on essaiera de répondre à quelques-unes des questions. Ensuite, on repartira pour une deuxième séquence avec la correction des cas de Samuel Tissier ainsi que de Mathieu et Brice. Et puis, ils feront à nouveau une réponse aux questions après. Et bien sûr, à la fin de tout ça, ce que vous attendez tous, l'annonce des vainqueurs, qui est quand même le moment phare de cette soirée. On laissera à disposition la vidéo après, d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez consulter les résultats. Mais voilà, on va pas tarder davantage pour commencer cette première séquence de réponses de réponses au quiz. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve donc pour la correction de ce cas clinique qui portait sur le rachis inflammatoire. Donc on avait une demande d'examen d'un confrère qui nous demandait une IRM lombaire pour une spondylarthropathie, ainsi qu'une IRM des sacroiliaques. Alors la spondylarthropathie, c'est une pathologie qui est fréquente et on a régulièrement ce type de demande d'examen. Donc les manipulateurs sont régulièrement, on va dire, en première ligne avec le radiologue pour avoir la demande. C'est des protocoles qui sont faits en général en collaboration. Si le manipulateur décide d'entamer l'examen, selon vous, concernant cette demande d'imagerie IRM lombaire, quel est le protocole qui vous semble le mieux adapté? Donc il y avait plusieurs propositions. Soit une imagerie purement centrée sur le rachis lombaire, soit une imagerie plus générale sur l'ensemble du rachis, avec à chaque fois la proposition de faire ou non des séquences tridimensionnelles ou injectées. Alors quelle est la bonne réponse, Florine? Du coup, on réalise une IRM du rachis entier en séquence sagittale T1 et sagittale STIR ou T2 FATSAT. On recherche des anomalies inflammatoires du rachis sur les corps vertébraux et les anthèses. On ne réalise pas de séquence 3D du coup, car elle ne nous apporte pas grand-chose au niveau des conflits radiculaires. Exactement. Ici, on n'a pas un patient qui se présente avec un tableau de sciatalgie ou de cruralgie. Il a vraiment des rachialgies pures qui sont décrites comme inflammatoires. Donc, pour la spondylarthropathie, on regarde l'ensemble du rachis, effectivement. Alors, donc on parle de la spondylarthrite ankylosante. Quelle est la population la plus fréquemment touchée, Florine? Est-ce qu'elle est plutôt les gens âgés, les patients jeunes, les enfants ou les patients qui sont exposés professionnellement au port de charge? Elle touche principalement les personnes jeunes.
D'accord, très bien. Donc si par exemple, quelqu'un comme moi, est-ce que je pourrais être concerné? Oui. Excellent. Alors, donc en pratique courante, on réalise donc cette IRM du rachis entier pour rechercher donc des signes inflammatoires sur le rachis, comme on peut avoir dans la spondylarthrite ankylosante, et aussi toutes les autres spondylarthropathies. Il existe plusieurs formes de spondylarthropathie. Il y a les spondylarthropathies liées au Mickey, par exemple. Il en existe plusieurs sortes, ou au psoriasis, etc. Donc on réalise une séquence en sagittal T1 et sagittal STIR ou T2 FAT-SAT sur l'ensemble du rachis. Alors les images qui sont présentées ici sont-elles pathologiques, Florine? Oui, du coup, au bout des flèches, on peut apercevoir des hypersignaux au coin des corps vertébraux. Donc on retrouve ces pathologies, ces anomalies dans les spondylarthrites ankylosantes. Tout à fait, donc dans les spondylarthropathies en général, et effectivement, notamment dans la spondylarthrite ankylosante, et c'est en général localisé sur les zones dentées. Donc voilà, on parle d'anomalies des coins vertébraux. Alors maintenant, on retrouve des images des articulations sacro-iliaques de la patiente. Il était question de savoir si c'est des images qui étaient pathologiques ou non. Donc c'est aussi des images pathologiques. On voit une atteinte inflammatoire qui présente un œdème sous-chondral du pied de la sacro-iliaque à gauche. Un petit zoom. Alors au décours, on a fait un bilan rhumatologique. Le patient est bien HLA-B27 positif, donc ça va dans le sens d'une suspicion diagnostique de spondylarthrite ankylosante. Alors dans ce dossier, est-ce qu'on a des arguments forts en faveur de ce diagnostic? Oui, du coup on peut décrire des lésions inflammatoires au niveau du rachis entier et des sacro-iliaques. Donc on peut penser que ce sont des éléments forts pour le diagnostic. Ouais, d'autant plus qu'ici, la présence de HLA-B27, c'est un facteur aussi connu et reconnu pour cette entité pathologique. Alors là, je te laisse présenter. On a d'autres anomalies chez un autre patient qui étaient intéressantes. Je te laisse présenter. Donc on voit des anomalies surtout à gauche. Et on peut aussi compléter nos séquences d'IRM par une séquence CT. Elle permet de mieux visualiser les érosions osseuses au niveau des berges articulaires. Et ça nous permet de ne pas réaliser de scanner au décours de l'IRM. On fait le même examen en même temps. Voilà, donc ça a une sensibilité assez redoutable. Donc ces nouvelles séquences qui existent chez les différents constructeurs, elles sont quand même maintenant relativement recommandées puisqu'elles permettent de conforter le diagnostic. Parfois, on a des zones d'œdème sous-chondral qui sont, on va dire, qui sont peu évidentes ou qui sont douteuses. Avec ces séquences-là, si on arrive à mettre en évidence des érosions complémentaires, ça peut donner également des arguments forts pour le diagnostic de spondylarthrite, ou de sacroiliite du moins. Alors, il y avait une question bonus, un petit peu technique. Quelles sont les conditions qui peuvent perturber une séquence TIR? Alors tu proposais, Florine, les mouvements, le métal, l'injection de produits de contraste. Alors qu'est-ce qu'il en est dans les réponses exactes? Du coup, toutes les réponses étaient justes. Les séquences TIR, elles sont très sensibles au mouvement et au métal. Et on ne réalise jamais une séquence TIR après injection de gadolinium. Il faut toujours la faire avant l'injection du produit de contraste. Et pourquoi? Est-ce que tu as une explication physique? Du coup, le produit de contraste, il raccourcit le temps de relaxation. Et sur la séquence T2 STIR, le temps de relaxation est déjà court, donc on ne sait pas ce qui est saturé, si c'est de la graisse ou autre chose. D'accord, donc c'est bien des séquences à faire avant injection, si jamais il doit y avoir une injection, puisqu'on rappelle que dans le protocole d'une spondylarthropathie, le protocole classique, on va dire, il n'y a pas d'injection recommandée. On se retrouve donc pour la correction du dossier clinique sur le scanner thoracique. Donc il s'agitait d'une patiente qui se présentait avec une demande de scanner thoracique pour bilan pulmonaire suite à un diagnostic récent de sclérodermie. Donc la sclérodermie, c'est une pathologie systémique qui peut atteindre de multiples organes, dont une atteinte pulmonaire possible. Dans un premier temps, que dois-je faire comme acquisition? Un thorax sans inspiration, un thorax avec injection en inspi, un thorax sans injection en expiration ou un thorax injecté en expiration? Marianne. Donc bien entendu, c'est sans injection et surtout en inspiration. Donc comment on peut reconnaître déjà une bonne inspiration? On le sait, il faut regarder la trachée. Si la trachée est bien ronde, on sait que l'inspiration est bien bonne. Si par contre la trachée, comme on peut le voir sur la photo, est raplapla, on sait que l'inspiration n'est pas totale.
Donc surtout, il ne faut pas injecter de produit, car l'injection de produit pourrait entraîner des fausses images de verre dépoli. Donc il est important de toujours bien vérifier ces images de trachée ronde. Chez la plupart des patients ambulatoires en particulier, on doit pouvoir l'obtenir si le patient comprend les consignes. Après, ça peut être effectivement parfois un peu plus compliqué chez des patients hospitalisés, grabataires, etc. où là, demander une inspiration de quelques secondes devient parfois très complexe. Mais c'est quelque chose contre lequel il faut essayer de lutter au maximum pour avoir de belles images interprétables, en particulier dans les pathologies interstitielles comme la sclérodermie. Donc là, on peut vraiment voir sur les images de son scanner thoracique en inspiration que les bases pulmonaires de cette patiente sont vraiment touchées. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à faire une acquisition en procubitus devant de telles images ? Donc bien entendu, oui, quand vous voyez que les bases pulmonaires sont touchées, le procubitus est hyper important. Donc on sait justement que l'acquisition en procubitus, comme on peut voir sur les images du coup, va permettre vraiment une visualisation optimale des bases pulmonaires. Donc notamment chez cette patiente, on voit que le fait de l'avoir mis en procubitus, ça augmente la différence entre le parenchyme pulmonaire et le verre dépoli. On vous a retourné directement les images pour une meilleure comparaison, notamment pour les cul-de-sac, où on voit qu'ici persistent donc les anomalies. Alors, Marianne, en quoi est-ce qu'il est intéressant de disposer de ces fameuses images en procubitus ? Donc en fait, le procubitus, ça va permettre d'éliminer ou de supprimer en grande partie les fausses images de verre dépoli, parce qu'il faut savoir quand même que les patients alités ou en obésité ont tendance à faire des troubles respiratoires qui peuvent être confondus avec du verre dépoli. Donc la réponse A est exacte. La B et la C, néanmoins, sont fausses. Et la D, c'est un élément important de l'analyse des anomalies interstitielles des bases. Effectivement, c'est le principal objectif. Donc il faut savoir quand même que certains centres font d'emblée l'acquisition en procubitus, alors que nous, comme on vous l'a montré, comme la plupart des centres, on fait l'acquisition de base en décubitus. En cas d'anomalie interstitielle des bases, on a recours donc à cette acquisition en procubitus. Ceux qui le font directement en procubitus, ça peut paraître logique et intéressant, puisque on peut s'affranchir d'emblée de ces anomalies postérobasales interstitielles, quand ce sont de fausses images. Le problème, c'est que ça peut aussi générer d'autres difficultés, notamment c'est plus difficile d'avoir une belle inspiration profonde en procubitus, et d'autre part, on peut imaginer la situation inverse, ça peut créer, à contrario, de fausses images de verre dépoli, mais dans les territoires antérieurs. Donc parfois, on peut être ramené derrière à remettre le patient sur le dos en décubitus. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se discuter, qui se fait dans certaines équipes, mais la base, c'est le décubitus et, si besoin, un procubitus derrière. Là, il y avait un exemple sur ces images-ci de pathologie qu'on appelle la PINS ou NSIP en anglais, ça veut dire pneumopathie interstitielle non spécifique, donc dans son acronyme français. Et en fait, donc, c'est constitué, cette pathologie interstitielle, d'anomalies à type de verre dépoli des bases qui sont souvent associées à des réticulations intralobulaires sous-pleurales, donc dans les territoires périphériques, parfois centraux, et ça s'associe souvent à des bronchectasies par traction. Donc des bronchectasies, ce sont des petites dilatations des bronches, ou même des bronchiolectasies quand ce sont les bronchioles, par traction, en fait, parce que c'est le tissu qui est autour des bronches et des bronchioles qui va être très fibreux, très inflammatoire, et qui va donc tirer ces bronches, ce qui va leur donner un aspect dilaté sur les images. Donc on rencontre cet aspect dans les pathologies inflammatoires rhumatismales notamment, et la sclérodermie en est un exemple. Alors dans ce cas, on n'a pas eu intérêt à réaliser un scanner en expiration. Donc il y a plusieurs propositions qui sont faites. Ici, Marianne, je te laisse commenter. Donc, on peut voir du coup que le scanner en expiration, quand on veut rechercher des signes d'embolie pulmonaire sans injection, est-ce qu'il y a un intérêt? Donc bien entendu, la réponse est non. Donc, est-ce que ça permet, par exemple, de dépister des nodules pulmonaires? Donc, non, parce qu'on sait très bien que les scanners en expiration, ça génère des images de moins bonne qualité. Donc, un nodule, c'est déjà compliqué à trouver avec une bonne inspi, donc pas d'expiration. Est-ce que l'acquisition en expiration permet de rechercher des signes de piégeage quand il y a des plages de verre dépoli en mosaïque? Donc, la réponse, c'est oui. Et pourquoi? Absolument, parce qu'en fait, les zones qui vont être piégées, elles vont apparaître anormalement noires, en fait, et non en verre dépoli comme le reste du poumon qui est soumis à l'expiration. Un poumon qui expire, c'est un poumon qui va être en verre dépoli. Ça, vous le constatez régulièrement sur vos images. Donc, le côté pathologique dans l'expiration, c'est justement ce qui reste noir et non pas ce qui est en verre dépoli.
Donc voilà, ça traduit en fait une atteinte des petites voies aériennes distales qui sont trop fermées, donc l'air ne passe plus en expiration. Voilà. Donc la densité du poumon normal augmente et apparaît en vert dépoli sur une acquisition en expiration, bien entendu. Lorsque la trachée ou les bronches s'écrasent quasiment complètement en expiration, cela peut faire évoquer une maladie de la trachée. Donc bien entendu, on le sait, si la trachée est souple et flexible, ça permet une moins bonne facilité de respirer, donc des difficultés respiratoires. Alors, il y avait une dernière question qui était un petit peu plus théorique, on va dire. C'était sur la dosimétrie en scanner thoracique. Donc là, Marine, je te laisse intervenir. Il y avait plusieurs propositions sur cette dosimétrie. Tout à fait. Donc en fait, à savoir qu'une dose d'un scan normal chez un patient normal se situe entre 150 et 200, donc oui. Donc les scanners low-dose et ultra-low-dose sont recommandés pour la surveillance des pathologies interstitielles. Bien entendu, non, ça revient au même que tout à l'heure. Oui, c'est vraiment important. Les scanners low-dose et ultra-dose, ils se démocratisent de plus en plus et c'est une très bonne chose. Mais il faut savoir que dès qu'on est en analyse fine de l'interstitium pulmonaire, c'est pas une bonne idée parce que là, du coup, on va avoir des difficultés pour une analyse sémiologique fine. Les choses sont en train de changer petit à petit parce qu'avec des doses de plus en plus faibles, on arrive à faire de la qualité de plus en plus satisfaisante. Néanmoins, c'est quelque chose qui doit rester le dogme, c'est qu'une pathologie interstitielle au diagnostic ou qu'on suit, on lui fait un scanner thoracique normal. Pour plein d'autres choses, et presque pour la majorité des choses, on peut faire des acquisitions low dose, voire ultra low dose, notamment dans le dépistage. Notamment pour le dépistage du cancer du poumon. Absolument. Donc la réponse C est justement exacte, comme il vous l'a expliqué. Les scanners ultra-low-dose permettent d'irradier environ 10 fois moins que les scanners conventionnels. Donc la réponse est oui, parce qu'un scanner ultra-low-dose, quand le scanner est adapté, est moins irradiant qu'une RP quand la machine est optimisée. Donc voici à peu près un tableau pour expliquer quand même la différence entre un scanner normal, ultra-low-dose et low-dose. Donc on passe effectivement, vous voyez, de 150 150 à 200 mg centimètres à des ultra-doses qui sont parfois l'équivalent d'une radiographie thoracique, comme on le disait, avec des doses 10 fois moindres. Donc voilà, il ne faut pas s'en priver, notamment dans les études et le dépistage des patients tabagiques qui est en train d'arriver petit à petit sur la scène. Donc voilà, c'est des choses qui vont devenir tout à fait démocratisées dans les mois et les années à venir, on l'espère. Voilà. Voilà, donc on se retrouve pour notre cas de scénologie. Donc j'ai le plaisir de corriger ce cas avec Mélanie, une de nos excellentes manipulatrices que je fais régulièrement souffrir en mammographie. Donc voilà, on part sur un cas de scénologie à tiroir, un peu avec plusieurs situations. Donc la première question, c'était une question technique sur qu'est-ce qu'on pense de ces clichés d'un point de vue technique, ces clichés tout simples de mammographie avec 2 faces et 2 obliques. Donc vous aviez les différentes propositions et donc je laisse Mélanie corriger. Donc pour les réponses correctes, il manque le sillon sous-mammaire à gauche. Il n'y a pas assez de muscle pectoral sur les 2 obliques. La réponse E également est correcte. Il y a un pli intérieur sur l'oblique droit. Voilà, donc on voyait bien ces différentes anomalies. Et donc qui sont des anomalies assez fréquentes sur les vacations de mammographie. Voilà, ensuite, on vous demandait comment appelle-t-on la face tournée en externe en mammographie. Donc voilà différentes propositions avec de très belles illustrations de Mélanie. Voilà. La réponse correcte, l'incidence de Cléopâtre, voilà, qu'on a tous appris pendant nos cours à l'école de manip. Ensuite, on vous demandait quelle gamme d'énergie utilise-t-on en mammographie avec 4 propositions. La bonne réponse. Donc en mammographie, on travaille généralement entre 20 et 30 keV. Pourquoi ? Parce que au-dessus de 30 keV, les rayons X atteignent le détecteur, mais ils ne participent pas au contraste. Alors inversement, la limite inférieure en dessous de 15 keV, les rayons X participent à la dose, mais n'atteignent pas le détecteur. Voilà. Donc 20 à 30 keV. Alors la seconde patiente de la vacation, voilà, on vous montrait une mammographie, alors là c'est plus du domaine médical puisqu'il y a une anomalie à voir, vous avez tous vu qu'il y avait une masse supéro-externe gauche et on vous demandait quel cliché complémentaire serait utile avec différentes propositions
Et donc les bonnes réponses étaient... Donc il faut faire le profil gauche, réponse B, et également un localisé gauche, réponse D. Voilà. Le profil va nous permettre de situer exactement la masse en hauteur. Alors on peut posséder aussi de la tomosynthèse pour ça. Et puis le localisé va nous permettre de préciser exactement les contours de la masse. On passait maintenant à l'IRM en scénologie. Et donc on vous demandait comment s'appelle l'enceinte qui bloque les champs électromagnétiques, avec différentes propositions, essentiellement d'orthographe sur cette question. Mais bon, c'est important. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C, la cage de Faraday, F-A-R-A-D-A-Y. Voilà, rien à voir avec Nicolas Cage, effectivement. Voilà, on vous donnait l'exemple de cette patiente et on vous demandait de dire ce que vous en pensiez. Donc il y avait une première diapo avec le styrsilicone, vous voyez tous qu'il y a une prothèse mammaire sur le sein gauche, et puis un T2 Dixon. Et donc ensuite on vous montrait les séquences injectées, qui sont quand même les séquences clés en dépistage du cancer, en diagnostic de cancer sur l'IRM mammaire. Et on vous donnait plusieurs propositions de problèmes techniques sur cette IRM, et donc les bonnes réponses étaient... Donc la réponse C, il y a un problème en fait au niveau du pic de l'eau, et la réponse D, ce problème est favorisé en fait par la présence de la prothèse mammaire en fait. On va détailler un peu plus par la suite. Alors donc comment pouvez-vous améliorer la qualité d'image sur ce problème technique sur cette IRM? Donc 5 propositions. Donc pour améliorer la qualité de l'image avant l'acquisition, il faut ajuster la fréquence du pic de l'eau à droite. Donc ça, l'ingénieur a dû vous montrer quand sur l'IRM, vous avez vos pics et vous venez mettre votre pic de l'eau bien en correspondance en fait. Et puis la réponse C, vous placez un shim manuel. Donc le shim permet d'homogénéiser la qualité de votre image. Donc ça, vous pouvez le faire avant l'acquisition. Sinon, sur certaines séquences type Dixon, il est toujours possible de reconstruire après l'inversion fat et water pour récupérer des images avec une saturation de graisse. Voilà, donc on n'est pas forcément obligé de reprendre la patiente pour la réinjecter. Mais quel est le delta de fréquence en 3T entre le pic de l'eau et de la graisse? 4 propositions. Donc là, sur la question, il fallait faire attention, on est bien en 3 Tesla, donc du coup la réponse correcte D, 440 Hz. Et sur la formation de l'image et le plan de Fourier, indigeste celui-là, on avait 5 propositions sur le plan de Fourier. Donc le plan de Fourier, faut revenir à vos cours de physique IRM d'il y a très très longtemps ou pas. En tout cas, la réponse A est correcte. Le centre code le contraste avec les basses fréquences. Et la réponse D, la périphérie code la résolution spatiale, les détails avec les hautes fréquences. On vous donnait une deuxième IRM et on vous demandait quel était le problème sur cette IRM. Voilà, donc 4 propositions. Vous avez à gauche les séquences T2 Dixon, au centre les séquences T1 injectées non soustraites et à droite les séquences T1 soustraites après injection. Donc là, on voit bien quand même réponse B qu'il n'y a pas d'injection. Voilà, c'est vrai que sur les soustraites, le rendu est un petit peu le même que sur la première IRM, c'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas voir le produit du tout, mais là, c'est pas un problème de saturation de la graisse, d'effacement de la graisse, c'est vraiment un problème d'injection. On voit que dans les cavités cardiaques ou sur les vaisseaux, il n'y a pas de produit du tout. Voilà Christelle, donc on se retrouve pour corriger ce cas de neurologie, qui était un cas... plus de sémiologie simple pour essayer de réfléchir sur de la sémiologie et sur des séquences d'IRM, mais qui n'est pas un cas vraiment très technique pour les manipulateurs. C'est plus de la sémiologie. Donc on a une femme de 65 ans qui présente une confusion fébrile avec une hémiparésie gauche. Voilà, on vous montre la séquence FLAIR. Et donc on vous demandait est-ce qu'une injection est nécessaire? Donc Christelle, je te laisse répondre. La réponse est oui, nécessairement, parce qu'effectivement, on voit des choses sur le flair, et il serait bien de savoir ce qui se passe à l'intérieur de cette dame. Voilà, alors ce qui pousse vraiment à l'injection, c'est le fait qu'on a l'impression de voir des masses, c'est-à-dire qu'il y a des processus expansifs qui occupent de la place et qui repoussent les structures cérébrales, et donc ça nécessite effectivement, évidemment, un bilan injecté. Voilà, donc on vous donne la séquence T1 avec injection, voilà, et on vous demandait de décrire ces lésions de façon assez simple. Donc vous avez 4 propositions, et donc les bonnes réponses étaient...
multiples parce qu'elles sont 2 et en cocarde. Voilà, donc on voit qu'il y a pas mal de lésions. Sur ces coupes-là, on n'en voit que 2, effectivement. Et en cocarde, c'est-à-dire que c'est des lésions qui présentent un rehaussement, mais uniquement périphérique. Voilà, ici, un rehaussement qui est assez fin et assez régulier. C'est un élément important dans la sémiologie. On vous aidait aussi dans ce cas clinique en disant qu'il y avait de la fièvre, que c'était une confusion fébrile. Quelle est la séquence maintenant qui peut nous aider sur des lésions en cocarde dans un contexte de fièvre pour avancer dans le diagnostic de ces lésions? Alors là, c'était peut-être un petit peu plus difficile. On vous proposait 5 séquences et donc la bonne réponse était... La diffusion, bien sûr. La diffusion, bien sûr, voilà. Parce que dans ces lésions en cocarde, ce qui va nous aider à faire le tri entre des lésions multiples tumorales, c'est-à-dire généralement des métastases ou des lésions infectieuses, eh ben, c'est la diffusion. Voilà, donc la bonne réponse, c'était... La diffusion des abcès multiples. Des abcès multiples, donc, parce qu'on a une restriction de l'ADC, hein, d'accord, c'est lié au contenu des abcès qui est assez visqueux, et donc on a un ADC qui est significativement plus bas que dans les tumeurs nécrotiques type métastase, parce que c'est vrai que sur l'injection, on pourrait très bien avoir des métastases nécrotiques qui miment tout à fait ce genre de tableau. Alors encore une fois, là on a un tableau fébrile, donc on s'orientait déjà cliniquement vers des abcès, mais la diffusion avec cet hypersignal très intense sur la trace et la restriction de l'ADC nous oriente vraiment plus vers les abcès. Voilà, et puis la petite question bonus, on vous demandait de voir qu'il y avait une anomalie sur le TOF, mais surtout de la situer. Alors, on avait 5 propositions, donc je pense que tout le monde a vu qu'il y avait un anévrisme, et la question était de le situer, donc c'était... L'artère sylvienne droite, voilà. Après révision de mon anatomie. On voit très bien au bout de la flèche verte cet anévrisme qui, dans le contexte, est probablement un anévrisme infectieux. Ce matin, vous êtes de vacation au scanner. Quelle est la différence entre les 2 reconstructions? La réponse B, l'utilisation de l'AMR pour limiter les artefacts. Comment aurions-nous pu limiter l'artefact? Nous aurions pu limiter l'artefact en utilisant l'AMR, la réponse A, et en modifiant les constantes, en utilisant la double énergie en augmentant les KV, la réponse B. Quelle pathologie avez-vous identifiée sur cet examen? Nous pouvons identifier une subluxation chronique postérieure du genou, la réponse A, et un épanchement articulaire abondant, la réponse D. Êtes-vous satisfait de la qualité du coroscanner réalisé? Non, à cause des artefacts de battement et de mouvement. Quelle solution proposez-vous pour améliorer la qualité de l'examen? Nous aurions pu ralentir le rythme cardiaque par un bêta-bloquant, la réponse A, par une hypnose ou une relaxation, la réponse B, et nous aurions dû faire un examen dans un environnement calme, mise en condition et une préparation du patient. Un patient adressé pour une artérite des membres inférieurs. Vous réalisez un angioscanner. Le protocole réalisé vous semble-t-il satisfaisant et adapté à la pathologie du patient? Non, il manque une acquisition sans injection et un temps veineux. La réponse B et C. Quelle pathologie avez-vous identifiée chez le patient? La seule mauvaise réponse était la présence d'une diverticulite sigmoïdienne, la réponse C. Vous réalisez une IRM chez un patient adressé pour algie aiguë à type de décharge pariéto-occipitale gauche. À la lecture du questionnaire remis par le patient, quelle réponse vous semble exacte? La réponse E, on peut réaliser l'IRM. L'allergie aux fruits de mer ne constitue pas une contre-indication à l'injection de produits de contraste et les implants dentaires ne posent aucun problème. Vous décidez finalement de réaliser l'IRM. Vous voyez les anomalies suivantes. Suite à la constatation d'images identiques le lendemain sur une autre IRM, qu'évoquez-vous comme type d'anomalie? Nous pouvons voir des images anormales sur le vertex. Il n'y a pas d'anomalie encéphalique, la réponse E. Et la réponse D, ce sont d'autres artefacts. Il s'agit effectivement d'artefacts. Qu'évoquez-vous comme type d'artefact? La réponse B, les artefacts de susceptibilité magnétique. Ce sont des artefacts métalliques mais qui ne peuvent pas être d'origine dentaire. Vous recevez une demande urgente pour une IRM en vue d'une exploration d'une douleur de la fosse iliaque droite. La patiente vous remet son questionnaire avant l'examen. Après la lecture du questionnaire remis par la patiente, quelles sont les réponses exactes? Nous pouvons voir sur le questionnaire que la patiente est enceinte. Donc la réponse B, l'examen IRM n'est pas l'examen de première intention. Donc
il faudrait plutôt réaliser une échographie au préalable, la réponse C. Mais si l'examen est indiqué, la réponse E, on peut réaliser l'IRM. Nous pouvons voir sur le résumé suivant, grâce au site du CRAT, que l'examen IRM n'est pas contre-indiqué, quel que soit le stade de la grossesse. Le rapport bénéfice-risque doit être soigneusement évalué par le radiologue. Chez cette patiente enceinte, quelles sont les phrases fausses concernant l'injection de gadolinium? La réponse A, l'injection de gadolinium est contre-indiquée. Nous l'avons vu dans la diapositive précédente. Et la réponse D, l'allaitement n'est pas compatible avec l'injection. Nous l'avons aussi expliqué dans les diapositives précédentes. À la vue de ces images, quelle pathologie évoquez-vous? Chez cette patiente, il fallait évoquer une appendicite rétrocécale, c'est-à-dire une torsion de frange épiploïque. Effectivement, les ovaires étaient en place et d'aspect normal. Il n'y a pas d'anomalie sur le côlon directement, ni signe d'appendicite. Voilà, donc nous voici arrivés à la moitié de cette correction. Donc j'espère que vous avez réussi à répondre à toutes ces questions et que vous avez eu un super score sur cette première partie. Donc on a pas mal de petites questions sur le chat. Donc je vais peut-être commencer par la question qui me concerne sur le cas de neurologie. Donc on nous demande quel est le lien entre l'anévrisme et puis le contexte d'abcès cérébral. Tout simplement, dans un contexte infectieux, on a des atteintes de la paroi artérielle directe. Alors, ce ne sont pas des faux anévrismes, hein, ce ne sont pas des vrais anévrismes, c'est des faux anévrismes avec une destruction complète de la paroi et un risque de rupture et de complications graves vraiment très élevé. C'est vraiment une atteinte directe par le germe de la paroi artérielle. Voilà. Pour le cas de neurologie, on a une question qui concerne le cas de scénologie. Mélanie, je te passe la parole. Oui, tout à fait. Il y avait une question, quels sont les autres défauts de FATSAT qu'on peut rencontrer lors de la réalisation d'une IRM mammaire? Donc, bien évidemment, il y a les clips également qui peuvent nous donner des défauts de FATSAT. Et puis également les plis également, hein, quand on positionne la patiente, toujours bien penser à tirer sur la peau pour éviter les petits bourrelets qui peuvent nous donner ces défauts de FATSAT. Voilà. Je crois, Mélanie, qu'il y a une autre question qui te concerne. Oui, une question concernant l'IRM et la grossesse. Donc, est-ce que, en fait, il y a une contre-indication absolue à la réalisation d'IRM ou d'injection de gadolinium? La réponse, elle est négative. Non, il n'y a pas de contre-indication absolue. C'est toujours une évaluation du bénéfice-risque, sachant qu'il y a très peu d'impact sur le fœtus dans la littérature. Le site pour se référer, si vous avez un doute, c'est le CRAT. Ça marche aussi pour l'injection de produits de contraste iodé. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Voilà. Et puis, pour terminer cette petite pause, Alexandre, il y a des questions sur tes cas, si tu veux prendre. Oui, il y avait plusieurs petites questions. On en a retenu deux, bon, pour ne pas vous prendre trop de temps. Il y avait une question sur le cas de thorax. Est-ce que dans les protocoles amiantes, le procubitus doit systématiquement se faire? Les médecins de mon service ne sont pas d'accord. Une question de Lisa de Paris. Alors, je vais laisser Marianne répondre. Donc du coup, qu'on soit bien d'accord, quand on fait un thorax amiante, ce qu'on cherche, c'est de la fibrose qui peut se passer au niveau des bases pulmonaires. Donc du coup, là, quand on voit sur un scanner thoracique sans injection et en inspiration qu'il y a justement des images suspectes au niveau des bases pulmonaires, c'est là qu'il y a un intérêt à faire un procubitus. Dans le cas contraire, s'il n'y a aucune atteinte au niveau des bases, je suis d'accord avec le médecin du coup de Paris, il n'y a pas d'intérêt de faire un procubitus d'emblée. Néanmoins, le fait de faire un procubitus, du coup, au niveau de la gravité dépendante, ça évite, quand on se met en antérieur, que la fibrose soit confirmée ou non. Voilà, donc en gros, vous commencez toujours avec un décubitus. C'est quand même bien de regarder les images. C'est vrai que s'il n'y a aucune anomalie postérobasale interstitielle, on s'arrête. Et puis sinon, effectivement, il faut se mettre en procubitus. Donc, il faut essayer de prendre cette habitude. Sinon, ça fait un double examen. C'est vrai qu'il y a certaines équipes qui font systématiquement le décu-procu. En pratique, c'est vrai que si vous travaillez avec un médecin à côté de vous, ça vaut quand même le coup de jeter un œil. Et on avait retenu aussi une question donc sur le cas de Florine, hein, sur la spondylarthrite. Pourquoi faut-il regarder tout le rachis? Est-ce que l'IRM seul
est-ce que l'IRM lombaire seul ne suffirait pas pour faire le diagnostic de spondylarthrite? C'est une question de Iman de Dijon. Alors, la spondylarthrite, elle peut toucher toutes les vertèbres, mais néanmoins, elle touche particulièrement les sacro-iliaques et puis les lombaires ainsi que la charnière thoraco-lombaire. Mais on fait tout le rachis pour ne pas passer à côté de lésions qui peuvent être supérieures. Voilà, effectivement, c'est un argument de fréquence, hein. C'est plus souvent sacro-iliaque ou lombaire, mais on n'oublie pas que parfois on a des diagnostics qui peuvent être difficiles ou douteux, donc il faut faire vraiment tout le rachis pour rechercher les signes plus haut situés. Voilà, donc je te repasse la parole, François. Oui, voilà, très bien. Donc, je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Donc, on va lancer la deuxième partie de la correction. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans la correction de cette première partie de Une journée comme une autre. Je suis le docteur Samuel Tissier et je vous présente Brice Muller, un des manipulateurs de Radiolore. Bonjour tout le monde. Alors Brice, j'espère que tu vas bien. Oui, très bien. Bon, t'as pris ton café? Oui, 5 ou 6, ça va. Très bien, eh bien allez, c'est parti pour cette première question. La première question concerne l'incidence de Kaplan-J dont raffolent certains chirurgiens de la main. Donc, quelle était la meilleure paire d'incidence de Kaplan-J parmi ces 5 propositions? Je propose, Brice, que tu nous fasses un rappel sur cette incidence. Oui, donc du coup, les critères de réussite sont une bonne délimitation de l'articulation trapézo-métacarpienne, sans dédoublement de l'articulation. Pour la face, les deux sésamoïdes symétriques. Et sur le profil, superposés, qui montrent qu'on est deux faces et deux profils. Pour la réalisation, c'est globalement comme une radio de pouce de face, avec une inclinaison crânio-caudale de 30 degrés. Et pour le profil, simplement un bon centrage sur l'articulation et l'ongle du pouce bien perpendiculaire à la cassette. Parfait. Eh bien, au vu de ces critères, la seule incidence qui répond à toutes ces propositions, eh bien, c'était celle-ci. Alors, si on la détaille, on s'aperçoit que toutes les articulations, toutes les interlignes sont bien visualisées, notamment scaphotrapézienne, trapézo-métacarpienne, ainsi qu'interphalangienne proximale et distale du pouce. Les sésamoïdes sont relativement symétriques et de profil, ils se superposent. Alors pour cette seconde question, une situation courante, le médecin, l'urgentiste revient de congrès, a vu des choses dont il n'avait pas l'habitude et vous demande une incidence, une technique d'exploration, etc. particulière. Là en l'occurrence, quelles étaient les incidences qui pouvaient concerner une exploration post-traumatique crânio-faciale? Donc l'incidence de Worms-Breton et l'incidence de Gosseré-Stréheux. Donc la première qui sert à bien explorer la voûte crânienne et la deuxième qui est un bilan complémentaire de traumatisme facial pour bien explorer donc les pyramides nasales. Évidemment, nous ne réalisons pas ces examens de radiographie, nous passons ces patients au scanner qui est beaucoup plus performant dans ces indications. En passant, merci au site lemanip.com pour avoir référencé ces incidences qui vont probablement être oubliées de tous un chacun dans une dizaine d'années. Donc les autres incidences, donc du croquet qui elle est un vrai profil de col fémoral, incidence complémentaire, et la carrière et Pierrequin qui elle sert à bien explorer l'olécrâne. La dernière, donc Bloom-Obata, qui permet d'explorer une instabilité postérieure de l'épaule. Ainsi que les fractures antéro-supérieures de la tête humérale. Alors voici une question que l'on peut se poser sur l'EOS. Que veut dire EOS? Alors je me tourne vers toi Brice, puisque tu es symbologiste à tes heures perdues. Tu vas pouvoir nous dire... Donc oui, l'EOS c'est inventé par la société EOS Imaging. Donc en fait on réalise 2 radios simultanément de face et de profil et ça permet donc une exploration de la statique des membrnes et du rachis. Et en fait ça ne veut rien dire. Ah, je le savais. Quatrième question, qui connaît cette incidence de Chassard et Lapiné? J'ai l'impression que les jeunes manipulateurs ne la connaissent pas, les manipulateurs d'âge moyen ne la connaissent pas. Je ne sais pas si les manipulateurs expérimentés ou d'âge avancé la connaissent.
Quoi qu'il en soit, moi je vais aller au pot de départ du docteur Bobo et je vais te laisser faire la radiographie. Super, merci beaucoup. Donc c'est un bilan radiographique complémentaire abdominopelvien qu'on réalise lors d'un lavement baryté. Ça permet d'explorer correctement le rectosigmoïde. Bon, dans tous les cas, si on réalise pas de lavement baryté, ça ne sert pas. Bon, si jamais pour votre culture, le patient est assis au bord de la table comme sur la photo et rayon droit centré sur le sacrum. Très bien. J'avoue que j'ai jamais vu cette incidence de ma vie. Non, moi non plus. Nous arrivons à la dernière question de cette première partie. Et en effet, le cardiologue est tombé de son vélo en salle d'épreuve d'effort. Il a bénéficié donc d'un cliché de bassin de face et d'une hanche de face que voici. Alors avez-vous trouvé où était la petite fracture? Eh bien la petite fracture était ici. Oui, donc effectivement elle n'est pas facile à voir. Dans les bilans traumatiques de hanche, on ne pense pas assez à regarder la branche ischio-pubienne. Alors nous avons confirmé cette fracture avec ce scanner qui montre effectivement un trait de fracture qui n'est pas déplacé au niveau de la branche ischio-pubienne droite, ici en coupe axiale et ici en reformation VR. Donc une petite fracture qui est quand même relativement douloureuse. Alors tu vois Brice, quand je te disais que faire du sport, des fois c'était dangereux. La deuxième partie de Une journée comme une autre concerne l'IRM. Et évidemment, on commence sa prise de poste par un petit café. Le médecin également. Voilà les radios de ce patient qui doit passer une IRM. Alors Brice, moi je ne suis plus là, manifestement. Donc fais-tu l'examen? Donc au vu des éclats métalliques orbitaires, sachant qu'en plus on est sur une IRM 3 Tesla, évidemment on ne va pas réaliser l'examen. D'accord, je suis plutôt d'accord avec toi. Le risque est trop important pour le globe oculaire. Même si on peut se poser la question de savoir si ces plombs ne sont pas enchâssés dans l'os. Il n'y aurait guère que le scanner pour aller plus loin dans le diagnostic. Donc on continue avec ce patient. Quel conseil lui donneriez-vous pour réaliser son examen? Donc à savoir que le téflon, le titane, le polyuréthane ne sont pas ferromagnétiques. Donc ils ne contre-indiquent pas pour réaliser l'examen. Il n'y a pas de risque pour la santé du patient. Cependant, le tatouage breton, lui, peut causer des brûlures, donc il est recommandé d'apposer une compresse humide pour le protéger. En pratique, on va quand même retirer le maximum d'objets qui nous semblent métalliques au patient, ne serait-ce que pour éviter les artefacts métalliques. On reste avec ce patient difficile qui ne veut pas vider ses poches avant de rentrer en IRM. Alors, c'est un patient qui vient du Luxembourg, on peut lui laisser sa liasse de billets, il n'y a aucun risque. En ce qui concerne sa carte bancaire, le seul risque, c'est le risque de démagnétisation. Il n'y a pas de risque projectilaire, donc il sera embêté car il ne marchera plus en sortant de l'IRM. En ce qui concerne les pièces, alors que se passe-t-il quand on met un aimant à côté de ces pièces jaunes? Alors les pièces jaunes 10, 20 et 50 centimes ne sont pas ferromagnétiques, il n'y a aucun risque. Les pièces bicolores de 1 et 2 euros sont faiblement ferromagnétiques. En fait, elles tiennent à peine, on peut les décrocher assez facilement de l'aimant, donc le risque est minime. Par contre, les pièces oranges de 1, 2 et 5 centimes sont fortement ferromagnétiques puisqu'elles ont un cœur en acier. Et donc, c'est ces pièces-là qui vont créer un risque projectilaire. Alors Brice, je sais que tu aimes bien la pêche avec un aimant, mais je crains que tu ne deviennes pas riche avec ça. Ouais, c'est pas grave, je vais m'occuper de ces billets. Voici une question difficile sur les effets électromagnétophysiologiques de l'IRM et de l'IRM à 3 Tesla. Alors, ce patient semble bien renseigné et il est des fois difficile de répondre à ces patients. Alors voici quelques études qui ont montré des effets potentiellement attendu d'une IRM 3 Tesla. Alors, on connaît tous le goût métallique qui est lié à la libération de protons causées par les variations de champ magnétique et les mouvements de langue. On connaît également les stimulations nerveuses périphériques, notamment à SAR élevé. On connaît également les effets cardiovasculaires avec les modifications de l'ECG lorsqu'on rentre dans le champ magnétique. Un peu moins connu, les magnétophosphènes qui sont des petits éclairs qui apparaissent lors de l'utilisation de l'antenne tête. Quelques effets cognitifs, en fait pas vraiment. On n'a pas montré d'effet sur la mémoire à court terme, la mémoire de travail, sur la parole ou le temps de réaction audiomoteur, notamment jusqu'à 8 Tesla.
Sur le système vestibulaire, on peut avoir des vertiges qui sont causés par la modification du flux du fluide par le champ magnétique à l'intérieur des canaux semi-circulaires ou par un effet de susceptibilité magnétique des structures vestibulaires. Par contre, on a montré une baisse des performances de tracking visio-spatial impliquant le système vestibulo-oculaire. Donc les réponses étaient la diminution de la mémoire de travail, la diminution de la mémoire à court terme. En fait, il n'y a pas d'effet cognitif, on n'a pas d'anomalie cognitive lorsqu'on passe une IRM, en tout cas à 3 Tesla. On continue toujours avec le même patient qui visiblement très stressé puisqu'il a plein de questions. Il est même allé voir sur internet les risques qu'il pouvait encourir de faire cet examen. Donc il a vu qu'en Inde, un homme avait été tué par une machine IRM. Donc il s'est posé alors plein de questions. Qu'est-ce qui pouvait être la cause de ce décès? On voit ici sur l'article de droite, un homme meurt aspiré par une IRM ou un homme décède aimanté par une IRM. Et vous avez un petit indice ici en bas, en salle d'IRM avec une bouteille d'oxygène. Donc voilà, ils ont même réalisé une autopsie avec un décollement de la plèvre. Donc évidemment, la réponse était la A. Il était accompagné de sa bouteille d'oxygène, donc l'effet de projection qui aurait malheureusement provoqué le décès du patient. Après, l'examen qui a réalisé, c'est une IRM cardiaque. Le but du manip, là, est de le rassurer au plus possible pour avoir un beau tracé ECG et un bel examen. Nous retrouvons notre patient qui pose une fois de plus le problème d'une situation finalement assez fréquente. Peut-on passer en IRM un patient chez lequel on a posé un stent ici coronarien récemment? Alors, on a longtemps entendu un vieil adage qu'il était nécessaire d'attendre 6 semaines ou plus après l'implantation de certaines endoprothèses coronaires pour permettre une endothélisation et empêcher finalement une migration. Eh bien, on le sait depuis une bonne dizaine d'années, il n'y a pas besoin en fait d'attendre ces 6 semaines. Alors, il y a eu pas mal d'études qui sont sorties et des présentations au RSNA qui ont montré que finalement, quand on était porteur d'un stent coronaire, quel qu'il soit, donc stent actif, stent chevauché, stent habituel, on pouvait très bien faire l'IRM le jour même de la pose. Alors, il est toujours recommandé de contrôler la SAR, mais au final, les IRM la contrôlent sans que vous le sachiez et vous permettent de réaliser dans des conditions de sécurité optimale les examens. Donc il faut savoir que les stents coronariens sont en nitinol ou en titanium, et ce qui est compatible avec une exploration en IRM. Alors ce n'est pas forcément valable avec tous les stents, et notamment certains stents vasculaires périphériques, les stents de type endoprothèse, les endoprothèses biliaires, urétérales, etc. ne répondent pas à ces recommandations. Et donc là, il faut consulter MRI Safety pour connaître les dispositions. Alors l'IRM cardiaque se poursuit et voici les premières images qui sortent. C'est une belle image colorée. Alors d'après vous, s'agit-il d'un T1 mapping, d'un T2 mapping, d'un T3 mapping ou d'une cartographie de perfusion? Alors petit indice, regardez cette échelle de temps ici, 120 millisecondes. Et bien cette échelle de temps vous signale que c'est du T2 mapping. Oui, mais tu vois, moi j'ai pas besoin d'échelle. Quand ils sont côte à côte, c'est facile. Le T2 il est vachement plus contrasté. Donc, du coup, le cœur gauche, là, c'est du sang circulant, c'est hypersignal, c'est du T2. Oui, c'est de l'eau. Voici une architecture de T2 mapping avec un TE qui varie et qui permet d'obtenir ces courbes de décroissance T2. Et si vous mettez une ROI dans le myocarde, vous obtenez habituellement une valeur de 50 millisecondes à peu près. La cartographie de perfusion qui permet de s'assurer qu'il n'y ait pas de sténose, c'est un sujet normal, au repos et en stress. Alors le stress, c'est l'injection d'un vasodilatateur qui permet d'augmenter normalement de manière homogène le débit sanguin intramyocardique. Et quand on a une sténose, comme c'est le cas ici, eh bien vous allez avoir une impossibilité d'augmenter le débit, donc un défect ici qu'on voit au niveau de la paroi inférieure, qui reste comme à l'état basal, qui n'arrive pas à augmenter son débit. Et enfin, pour terminer, un site sur Internet où on voit un site d'information cardiologique où on voit que le T1 mapping existe, le T2 mapping existe et le T3 mapping existe. En fait, c'est pas une cartographie T3, c'est juste des viabilités tardives avec prise de contraste.
Bon, après ça, je savais que le T3 mapping, ça n'existait pas, mais à quoi ils servent le T1 et le T2 du coup? Alors, le T1 mapping, ça sert à dépister de la fibrose interstitielle microscopique. Donc, si la valeur de T1 mapping, vous voyez ici, c'est de l'ordre de 986 millisecondes, c'est de l'ordre de la seconde, c'est normal, il n'y a pas de fibrose. S'il y avait de la fibrose, ça augmenterait. Et le T2 mapping, ça sert à dépister, je te le donne en 1000, l'œdème. Ok. L'examen de notre patient est désormais terminé. Nous allons donc déterminer quelle est la pathologie cardiaque qu'il présente. Donc il y avait un indice, la prise de contraste est sous-épicardique. Donc vous avez ici une coupe ciné, grand axe horizontal, qui ne nous montre aucun trouble de la contractilité du myocarde. Vous voyez que en systole, le myocarde s'épaissit et se raccourcit, quelle que soit la zone explorée. On retrouve cette prise de contraste sous-épicardique sous la forme de mottes un petit peu à contour flou ici, sur la versant latéral du ventricule gauche et également ici. Ces prises de contraste sont confirmées au temps tardif, donc ce sont des séquences de viabilité tardive, et donc on retrouve ces mottes inflammatoires ici de prise de contraste sous-épicardique. Donc le caractère sous-épicardique signe la myocardite, donc c'était la bonne réponse. L'infarctus montre lui plutôt des prises de contraste sourdocardiques ou transmurales, c'est-à-dire la totalité de l'épaisseur du myocarde. En ce qui concerne l'amylose, on obtient difficilement de belles coupes de viabilité tardive lors de l'amylose puisqu'il y a une infiltration du myocarde et donc on a du mal à annuler le signal du myocarde, ce qui fait que les séquences sont très difficiles à obtenir et généralement on a l'impression que la séquence est toujours ratée. En fait, c'est lié à l'infiltration amyloïde du tissu myocardique. Dernière question de cette série de QCM consacrée à l'IRM. Il s'agit d'un patient qui sort de coronarographie chez lequel on a probablement trouvé une ou plusieurs lésions sténosantes coronariennes. Donc un bilan myocardique est souvent réalisé dans les suites, plus ou moins en urgence. Il existait 2 bonnes réponses parmi ces 5 propositions. La première proposition concerne les plans de coupe en imagerie cardiaque. Donc sur cet écran, il y avait bel et bien 3 coupes petit axe, donc dites PA. Il y avait également 2 coupes grand axe, mais verticales. Pourquoi verticales? On retrouve ici le diaphragme, l'estomac, donc c'est la partie inférieure du cœur. Ici, on retrouve l'artère pulmonaire, donc c'est la face supérieure du cœur, et ici la face antérieure du thorax. Donc on est dans un plan sagittal oblique. Alors si on reprend les plans de coupe en imagerie cardiaque, le grand axe horizontal est un plan qui passe par le centre de la mitrale et la pointe du cœur. On est sur une coupe axiale oblique. Si on replace sur cette coupe axiale oblique un plan de coupe qui passe de nouveau par la pointe du cœur et le centre de la mitrale, on retrouve un grand axe vertical. Les coupes petit axe sont la résultante perpendiculaire à ces 2 axes et on va couper en rondelle le ventricule gauche. Donc la première proposition était fausse. La seconde proposition concerne les prises de contraste en imagerie cardiaque. Donc on a vu tout à l'heure des prises de contraste sous-épicardiques. Ici, on voit une prise de contraste qui est sur le versant luminal du ventricule gauche, donc sous-endocardique. Donc on est sur ce versant-là de la pathologie en imagerie cardiaque, c'est de la pathologie ischémique. On retrouve ici la prise de contraste sous-endocardique, mais on voit qu'il n'y a plus, à partir de cet endroit-là, de parenchyme épargné périphérique. Donc la prise de contraste s'aggrave et devient totale dans l'épaisseur du myocarde. Donc c'est une prise de contraste transmurale. Donc la deuxième proposition est également fausse. Donc on l'a vu, on est sur le versant ischémique des prises de contraste, donc il s'agit bel et bien d'un infarctus du myocarde. Cet infarctus est compliqué, on le voit ici. Il concerne donc la paroi inférieure du cœur et il est plus sévère au niveau de la zone de l'étage basal ici. Et au niveau de cet étage basal, cet infarctus est compliqué d'un anévrisme ventriculaire et à l'intérieur de cet anévrisme où il n'y a plus aucun mouvement, donc il y a des anomalies contractiles et il ne peut pas ne pas y en avoir dans un infarctus et on voit qu'il y a du thrombus qui s'est posé et qui s'est marginalisé, il est mural, il tapisse la paroi de l'anévrisme. Donc il y a bel et bien un anévrisme avec thrombus mural intracavitaire, donc la troisième proposition était juste. Enfin, la dernière proposition concerne la technique qui permet d'étudier le rehaussement tardif. Est-ce que le signal myocardique peut être annulé pour l'étude du myocarde? Eh bien évidemment oui. Il y a 2 techniques
pour l'étude du rehaussement tardif, une technique d'inversion-récupération avec un temps d'inversion qui doit être recherché par une séquence de T-scouting et qui permet de déterminer la meilleure valeur d'inversion du myocarde pour pouvoir voir de manière claire et nette les prises de contraste du myocarde. Donc c'est une des techniques possibles. La deuxième technique, qui n'a pas besoin ou qui est plus indépendante du temps d'inversion, est une technique dite SPIR. Troisième et dernière partie, Brice, dernière ligne droite. Un petit café pour fêter ça. Un petit café pour la route. Allez. Pour l'instant, tout se passe bien. Oui. Hein, c'est une vacation normale. Très bien, super. Magnifique. Donc là, on passe au scanner, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh ben allez, allons-y. Alors le premier patient de cette vacation, c'est un score calcique, Brice. Et le patient il va à 92 battements par minute. Et moi, quand je vois ça, je suis pas content. Regarde, la corner droite, elle est toute bougée. La calcification, elle est floue, avec d'importants artefacts cinétiques. Alors, tu n'aurais pas pu lui mettre un peu de trinitrine? Ah bah, je peux pas mettre de trinitrine parce que ça a aucun impact sur la fréquence cardiaque. Et chez certains patients, ça peut même l'augmenter. D'accord. Alors, je vois que tu l'as fait à 75%, c'est en diastole, ça. Donc, tu peux pas me reconstruire ça à un autre moment du cycle? Alors, le problème, c'est que le score calcique, c'est du prospectif. Et donc, on peut pas faire de reconstruction à un autre pourcentage de la fréquence cardiaque. Donc, la seule solution, c'est de refaire une acquisition en systole. D'accord, donc c'était la bonne réponse. Oui. Alors, le calcium score, c'est une synchronisation effectivement prospective. Vous devez vous choisir avant l'acquisition à quel moment du cycle vous devez vous situer. L'épaisseur de coupe habituellement est de 2,5 à 3 mm et la FOV, vous ne pouvez pas y toucher, elle doit être à 25 cm. Donc c'est un examen sans injection et vous obtenez à la fin un volume et vous ne pouvez pas faire de rétro-reconstruction. Alors par exemple, pour ce même patient, si vous le refaites l'acquisition en systole, eh ben, vous obtenez des corners droites qui ne sont plus bougées. Et donc là, si vous calculez votre calcium score, il sera exact. Si vous le faites ici, il sera faux. Alors petit rappel, quand un patient a une fréquence cardiaque de moins de 75 battements par minute, ce qui est habituel, vous obtenez ici entre 70% et 80% des coronaires qui bougent très peu. Vous voyez, ça c'est toutes les coronaires, ces lignes, et leur vitesse de déplacement. Et donc ici, on est pas loin du zéro, donc elle bouge pas trop, et c'est la diastole. Alors vous voyez que pour certaines artères coronaires, et notamment pour la cornère droite, c'est en systole, ici aux alentours de 45%, qu'elles sont immobiles. Et quand vous augmentez la fréquence cardiaque, vous voyez que c'est plus la diastole, le moment privilégié où les coronaires sont immobiles, c'est plutôt la systole. Donc ne pas vous oublier de faire des acquisitions en systole. Oh, j'ai l'impression que la lèvre ne va pas bien. Une douleur abdominale aiguë diffuse avec défense généralisée. Il a consulté aux urgences. Bon, tu me diras, c'est une demande habituelle. Toutes les douleurs abdominales, ils ont des défenses généralisées maintenant. Hein, donc, il va falloir le passer au scanner. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses du scanner? Eh ben là, il y a une stéatose hépatique. Ouais, bah ça donne pas toujours mal au ventre. Des calculs dans le rein droit. Oui. J'ai pas l'impression que ça soit dilaté. Là, il y a une inflammation à gauche. Là. Bon, après, c'est le... Et bah c'est un homme, alors du coup il n'y a pas de torsion de l'ovaire. Hein. C'est vrai. Alors, effectivement, il n'y a pas de dilatation des cavités pyélo-calicielles qu'on voit ici. La vésicule biliaire est à paroi fine, sans infiltration de la graisse autour. Ce n'est pas une cholécystite et ce n'est pas une colite néphrétique. Quand on regarde le sigmoïde, il n'est pas diverticulaire, donc a priori ce n'est pas une diverticulite. Et puis quand on regarde ici la zone de l'appendice en fossile droite, on voit l'appendice, alors c'est pas toujours facile à voir, on va peut-être le voir ici, hop, on l'a vu passer, il est normal, donc il n'y a pas d'inflammation appendiculaire. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, cette image que tu as vue d'infiltration graisseuse ici, avec une image typique en navette, donc c'est une frange graisseuse qui est autour du côlon, qui s'est tournée et qui s'est inflammée et qui donne une douleur qui ne nécessite pas d'antibiothérapie mais simplement des anti-inflammatoires. Ah, le téléphone ne fait que sonner, Brice, c'est encore les urgences. Mais apparemment le cadre a fait un malaise, un pic hypertensif, un malaise, suite au diagnostic que tu as brillamment fait lors de la précédente question. Je peux comprendre. Alors tu es tout seul, tu regardes ton examen et tu dois décider ce que tu fais. Ok. Allez, c'est parti. Bon, là, on voit, il y a des calcifications là, qui se promènent toutes seules au milieu de la lumière de l'aorte. Ça, c'est pas normal. D'accord. Bon, bah alors, il faut injecter. Hein? Bah ouais, mais le problème, c'est qu'il a une clairance toute pourrie. Ah oui, mais là, ce que tu me décris, ça évoque une dissection de l'aorte. Donc là, le pronostic vital est engagé, donc il faut injecter. Il faut faire le bilan d'extension. Ok.
Et le bilan d'extension, on l'a fait. Regarde. Donc là, clairement, on voit le faux chenal avec une membrane intimale qui flotte à l'intérieur de la lumière de l'aorte. C'est une belle dissection. Et le scanner injecté, si possible en synchronisation UCG pour l'aorte ascendante, permet de faire le point sur l'étendue de la dissection. Donc notamment si ça s'étend aux artères à destinée cérébrale, aux artères viscérales, etc. Ok. Petite question d'anatomie maintenant, Brice, sur ce calcium score. Est-ce que tu peux me montrer l'auricule gauche? Alors je vais zoomer un peu l'image. Donc juste là. Très bien. Après, si tu veux plus de détails, du coup, l'aorte ascendante, l'aorte thoracique, l'artère pulmonaire, l'atrium droit, l'atrium gauche, ventricule droit. Ah oui. Alors il y a deux auricules, un auricule droit, un auricule gauche, qui sont développés au niveau de la face supérieure des atriums. Ok. Et quelquefois ils peuvent se thromboser. Alors deuxième question, est-ce que tu sais où est la coronaire droite? Bon, bah, c'est facile. Là, elle est là. D'accord. Tu vois d'autres artères coronaires? On voit donc la circonflexe qui est juste ici. Et du coup, le tronc commun avec l'IVA qui part devant ici sur le gauche du cœur. Retrouvons notre patient venant de néphrologie pour lequel on a réalisé un calcium score. Notre manipulateur vérifie les images et tique sur quelque chose. Il remarque une anomalie. Quelle était-elle? La bonne réponse était la réponse C. Il y a un corps étranger intraventriculaire droit libre. Reprenons toutes les propositions. Existait-il un épanchement péricardique? Il existait effectivement un épanchement péricardique circonférentiel qu'on voit très bien ici et sur cette dernière image. Il était associé à une petite lame d'épanchement pleural en postérobasale gauche. La première réponse, la réponse A, était donc fausse. Le calcium score était-il nul? Un calcium score nul équivaut à une absence de calcification coronarienne. Or, on retrouve ici des calcifications de l'IVA et de la coronaire droite, donc la réponse B était fausse également. Plus difficile, le complexe valvulaire mitral était-il indemne d'anomalie? En fait, on voit sur cette seule coupe des petites calcifications ici de l'anneau mitral. Donc, le complexe valvulaire n'est pas strictement normal. La réponse D est fausse. Enfin, existait-il des séquelles de fractures costales étagées? À ce qu'on peut en voir sur ces 4 coupes de scanner, on ne voit pas de fracture costale, en tout cas déplacée, étagée. Chez ce patient, venant de néphrologie, il y a un cathéter central. Ici, on voit un cathéter double voie. Ça s'appelle un cathéter de Canot. On voit les deux cathéters ici sur cette image. On descend un petit peu, on voit un seul cathéter. On descend, on ne voit plus de cathéter. Et on continue, on retrouve une image ici intraventriculaire droite. Si on fait des reformations, on retrouve le cathéter de Canot double voie ici, avec une seule portion du cathéter qui se termine normalement là. Il y a une solution de continuité ici et la portion de cathéter a embolisé dans le ventricule droit. Sur ces coupes verts, on retrouve le cathéter double voie ici avec la portion coupée du cathéter et la portion distale dans le ventricule droit. Par ailleurs, il n'existait pas de fracture. Donc c'était effectivement un corps étranger intraventriculaire droit libre et c'est une portion du cathéter de Canot qui a été récupérée avec un lasso par voie endovasculaire. Alors une question qui va faire appel à la mémoire, c'est une question difficile parce que la vacation a continué, on te demande de se rappeler d'un examen précédent. Alors c'était l'examen de l'élève, tu as fait un brillant diagnostic de torsion de frange épiploïque. Et on te demande des précisions, mais de mémoire. Alors, il y avait une stéatose. Oui. Il y avait un calcul rénal. Oui. Mais il n'y avait pas de diverticule colique. Donc il reste à vérifier. Est-ce qu'il y a un calcul intravésiculaire et est-ce qu'il y a ou pas un épanchement intrapéritonéal? Allez, on jette un petit coup d'œil. On a vu passer la vésicule rapidement, mais il n'y avait rien de spécial. Et pas d'épanchement intrapéritonéal. D'accord, donc il semble que la bonne réponse, il n'y a pas d'épanchement intrapéritonéal. Donc là, on repasse sur les surrénales qu'on vient de voir, elles sont normales, pas de calcul dans la vésicule. Effectivement, pas d'épanchement intrapéritonéal, ni au niveau des gouttières, ni au niveau ici, on voit arriver du cul-de-sac de Douglas. Donc la bonne réponse, c'était il n'y avait pas d'épanchement intrapéritonéal. Alors une question un peu particulière. Bon, c'est la fin de la journée. On n'a pas fait assez d'urgence. Non. Alors, ta collègue, elle fait des expériences et donc elle a mis quelque chose dans une antenne. Le but, c'est de deviner ce que c'est exactement. Alors, manifestement, c'est ovalaire. Un petit indice. Bon, après, moi, j'ai ma petite idée. Moi, je suis sûr que tu crois que c'est un testicule de mouton. Non, ça pourrait, mais il n'y a encore pas d'air dans les testicules de mouton. Oui, c'est vrai. Et là, dans les œufs, il y a toujours une petite poche d'air avec. Et on voit sur le théocourt
En haut, c'est en hyposignal. Ah, j'avais pas pensé à ça. Moi, je raisonnais plutôt sur le signal. Regarde, le jaune d'œuf, il est au centre. Donc le jaune d'œuf en pondération T1, c'est surtout de la graisse. 65% de lipides, plus 4% de cholestérol, plus 31% de lipides. On est presque à plus de 90%. Donc c'est ici en hypersignal T1. Et quand on sature, ça disparaît. Et puis le blanc d'œuf, c'est 88% d'eau. Donc en TE court, en T2, FATSAT, c'est en hypersignal. Par contre, en T1, alors on est un peu tangentiel sur la coquille, c'est en hyposignal T1. On a tous les deux raison, avec deux voies différentes. Après, visiblement, il vaut mieux manger du blanc d'œuf pour le summer body. Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est déjà la dernière question de ce quiz, Brice. Alors, aucun rapport avec la radiologie pour cette question. Ça va peut-être permettre à certains d'entre vous de grappiller quelques points. J'en ai besoin. Alors, on remet en route cette séquence. Tendez bien l'oreille. Oh, ça me dit quelque chose, moi. Ouais, moi aussi. Je pense pas que ce soit le premier groupe. Alors, d'ailleurs, premier groupe, tu l'as reconnu? C'est les Rolling Stones. Bien sûr. Les deux barbus, là. Facile, ça. C'est top. Oui. Ceux-là, je sais pas, ils ont l'air d'avoir vu. Ouais, ils sont vieux. Ça, c'est Deep Purple. Ok. Bon, AC/DC, on les reconnaît. Ouais. C'est la casquette, non? Ouais. Et le dernier? Chuck Berry. Ouais, juste. Bon alors, ça nous dit pas quel groupe? Oui, après, c'était une diff. Ouais. Donc moi, je parie que c'est Deep Purple. Bien joué! C'est tout à fait ça, c'est Deep Purple. Écoute, c'est Spoke on the Water. Ok. Bravo, Brice. Merci. Nous tenions à vous remercier d'avoir participé à ce quiz. J'espère que le challenge vous a plu. En tous les cas, merci beaucoup Brice d'avoir participé et de m'avoir aidé pour ces corrections. Ouais, merci à toi pour les questions pièges. Oui, de rien. En tout cas, je sais pas si moi je pourrais faire ça toute la journée. En tout cas, faire des vidéos, faire des youtubeurs, etc. C'est plus compliqué que la radiologie quand même. Hein. Ouais, c'est pas évident. Hein. Non. Mais bon, on a des bons réflexes. Alors, lâchez un like et abonnez-vous. Voilà, on a un petit problème de flou. Voilà, ça y est. Je crois que t'es plus net, Samuel. Très bien. Donc, quelques questions sur cette dernière partie des QCM. Donc, je vais te soumettre une question, Mathieu, à propos de l'imagerie EOS, et notamment de l'analyse des images et de l'analyse chiffrée. Alors, on nous demande quelle est la part du manipulateur et la part du médecin dans cette analyse. Alors, pour ce qui est des mesures, c'est nous les manipulateurs qui les réalisons. Donc, c'est par plusieurs étapes, en fait, avec des arcs de cercle, des lignes ou des traits, qu'on distingue plusieurs structures. Et en fait, au fil des étapes, on a les résultats qui s'affichent. Il y a juste une petite chose, c'est l'angle de Cobb qui, au final, nous, on le laisse au médecin. En fait, on trouve que c'est plus représentatif que ce soit le médecin qui fasse l'angle de Cobb. Très bien. Voilà. Moi, j'ai vu, docteur, une question pour vous. C'est quel est le budget qu'a fait de Radiolore finalement ? Vaste question. Je ne pourrais pas répondre à cette question, mais je pense que c'est quand même un budget colossal. À titre de comparaison, le trou de la sécurité sociale, ça te parle? Ouais, voilà. Bon, okay, c'est un peu ça. Et bon, alors moi j'ai vu pas mal de remarques par contre, parce qu'on t'a suivi pendant une journée là de travail typique de Radiolore. Tout à fait. Et beaucoup de gens sont restés sur leur faim en fait. Qu'est-ce qui se passe avec la voisine au final? On ne sait pas. Alors je pense pas que ce soit ni le lieu ni le moment pour parler de ça. C'est un peu personnel, c'est pas, on s'éloigne un peu du cadre pro. Mais les gens sont intéressés quand même. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, on s'entend très bien avec la voisine. Après, pour le reste, vous verrez peut-être ça dans un futur quiz, qui sait. Parfait. On prend date alors. On peut. Bon, je crois qu'on a fini avec les questions. Donc je propose de passer au moment tant attendu de la désignation et l'annonce des 3 meilleurs manipulateurs. Donc je propose de commencer par le 3e. Alors, le 3e manipulateur, celui qui atteint la 3e marche du podium. Donc, il s'agit de quelqu'un qui a réussi 61% de bonnes réponses
et qui a fait un quiz pendant 1h32. Donc, il aurait pu regarder un film, mais il a préféré faire le quiz, tu vois. Ouais. Donc, il vient de Besançon. Et le troisième de ce quiz, il s'agit de Colson Thomas. Donc, je le félicite. Et il vient de gagner, félicitations, un AirPod. Un seul? Un seul? Non, je crois deux. On a deux oreilles, ouais. Très bien. Alors, qui a la médaille d'argent? Donc, la médaille d'argent, il s'agit d'une manipulatrice. Alors, elle a fait 63% de bonnes réponses et elle a fait son quiz en 57 minutes. Donc, elle est rapide, hein. Ouais. Bon, elle avait peut-être un film à regarder, du coup. Oui. Donc, bon, elle vient de Colmar. Alors, je crois que c'était réservé aux francophones, moi. Non, bon. Et il s'agit de Decasteker Laure. Félicitations. Tu viens de remporter donc un iPad, si ma mémoire est bonne. Alors, quel est le manipulateur de l'année 2023? Qui a remporté le quiz des curieux spécial manipulateur? C'est ce que tout le monde veut savoir, Doc. Je sais bien. Donc, 66% de bonnes réponses. 1h04 de course et d'efforts intensifs. Il nous vient de Rouen. Et il s'agit de Monsieur Élie Etienne. Bravo à lui, félicitations. Bravo. Il vient de gagner donc un superbe téléphone de dernière génération. Donc, François, je te repasse la parole. Alors, voilà, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran. Voilà. On voulait remercier un petit peu tout le monde. On a été très contents d'organiser ce quiz Radiolore à destinée des manips. Pour nous, c'était vraiment important. Donc, on remercie évidemment tous les participants parce que vous avez été nombreux et ça nous fait plaisir. On n'a pas fait ça pour rien. On voulait remercier en premier lieu également notre équipe de manip et les 8 manipulateurs qui se sont investis pour ce quiz parce que c'était du boulot, de la disponibilité. Voilà, donc on les remercie très chaudement. Et puis, on voulait remercier aussi tout particulièrement l'équipe de GE Healthcare avec Elodie, Adrien, Laurence et Yves pour leur investissement, leur soutien, leur support technique, leur bonne humeur. Et voilà, donc on est content que vous soyez nombreux à avoir participé. Et puis, on espère réitérer ce genre d'expérience peut-être l'année prochaine. On vous souhaite une bonne soirée à tous et puis on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.